Bonjour à tous, bienvenue pour ce septième webinaire, donc webinaire bi-hebdomadaire lancé depuis le 3 avril dernier. Donc, il est réservé aujourd'hui aux prélèvements sociaux et au versement des aides. Je rappelle pour ceux qui se connectent pour la première fois que donc, ce webinaire a été lancé à l'initiative de la CPME Nouvelle-Aquitaine et Gironde avec le soutien de l'ensemble des têtes de réseau sur le territoire, à savoir la Chambre de commerce de Bordeaux-Gironde, la Chambre de métiers de la Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, le MEDEF de la Gironde et Nouvelle-Aquitaine, CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine, l'Union des entreprises de proximité de la Nouvelle-Aquitaine, l'UMI Gironde et l'UMI Nouvelle-Aquitaine, la CAPEB Nouvelle-Aquitaine, la FNTR Aquitaine, l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, l'association INAE, l'insertion par l'activité économique, la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, le MOVE, Mouvement des entrepreneurs sociaux, le CJD 33, la Jeune Chambre économique de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le Césaire de la Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle les consignes. Vous avez donc un premier onglet chat, onglet qui vous permet de dire bonjour aux personnes que vous reconnaissez. Et nous vous avons publié au tout démarrage du chat les dernières informations ou foires aux questions sur les différents dispositifs, que ce soit le Fonds de solidarité, le PGE, le plan d'urgence de la Nouvelle-Aquitaine, le fonds d'urgence de la métropole de Bordeaux également. J'invite ceux qui connaissent d'autres fonds d'urgence dans des EPCI de le faire savoir dans le chat de telle sorte que nous puissions le relayer. Et vous trouverez également, pour ceux qui veulent revoir les replays des précédents webinaires, le lien pour aller vous connecter depuis les premiers replays. Alors, pour ce webinaire, donc, nous accueillons nos institutions pour répondre à vos questions sur les prélèvements sociaux et les versements des aides. J'oublie néanmoins de suivre la suite des onglets. Donc, le deuxième onglet, les questions. Donc, c'est là où vous posez vos questions. Vous avez un petit triangle qui vous permet de voter sur une question qui vous ressemble. Je classe les questions par ordre de vote. Donc, les plus importantes passent sur le plateau. Et ensuite, vous avez un troisième onglet qui est l'onglet sondage. Je vous invite à regarder régulièrement quand vous voyez un petit point rouge pour y répondre. Ces sondages sont importants puisqu'ils nous permettent aussi de réadapter les webinaires et de voir aussi la typologie des entreprises, le nombre de salariés, des secteurs, etc. Et on sait qu'une grande majorité des entreprises de moins de 5 salariés sont présentes sur le webinaire puisqu'elles souhaitent disposer d'informations. Donc, nos invités aujourd'hui, qui vont nous rappeler une petite note de contexte en quelques minutes. Donc, nous avons Pascal Aprédéris, donc directeur régional de la Directe Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Aprédéris, depuis qu'on a communiqué, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah, je vous ai remis le son, monsieur Ah voilà, Aprédéris. pardon. Oui, Voilà. bonjour à tous, à toutes. Donc depuis la semaine dernière, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre de dossiers qu'on enregistre continue à augmenter fortement. Nous sommes désormais à 90 000 dossiers enregistrés dans les différentes directs et 750 000 salariés concernés. Donc 750 000 salariés, c'est quasiment la moitié des effectifs du secteur marchand en Nouvelle-Aquitaine. Si on accepte le secteur public et les fonctionnaires, on est quasiment à la moitié. Ce qui veut dire que donc les entreprises arrivent à faire leurs déclarations, sauf, alors on a toujours des difficultés, je ne vais pas le cacher, pour 0,5% des dossiers, donc ça fait à peu près entre 500 et 1000 dossiers, donc par rapport aux 90 000 que j'évoquais, pour lesquels on a toujours des difficultés, côté ASP, les entreprises ont du mal à créer leur compte ou il y a des problèmes de mots de passe, d'identifiant. Là-dessus, ce que j'avais indiqué, c'est que depuis une dizaine de jours, on a désormais une task force locale, régionale à l'ASP. Il y a 10 personnes qui travaillent en permanence pour régler ces quelques cas qui subsistent. Alors, j'ai bien conscience que pour les 0,5% qui sont dans les 0,5%, la situation est difficilement acceptable et compréhensible. Voilà, donc on essaye en tout cas avec l'ASP de gérer ça au mieux. Alors pour le reste, donc en termes d'évolution législative, donc vous avez vu qui est paru donc hier l'ordonnance, le 22 avril d'ailleurs, donc l'ordonnance qui régularise ou qui officialise en tout cas la réponse que j'avais donnée sur les 39 heures dans les hôtels, cafés, restaurants.
hein. Donc cette ordonnance-là, elle prévoit désormais que le remboursement des heures d'activité partielle se fait sur 39 heures dans deux situations, soit quand il y a une durée du travail conventionnelle qui est de 39 heures semaine, donc c'est le cas des hôtels, cafés, restaurants, ça peut être le cas d'autres conventions collectives, ou alors c'est le cas aussi quand je dirais structurellement un salarié a un contrat de travail d'une durée de 39 heures. Donc c'est pas limité aux FCR, c'est dans toutes les situations où on a encore des durées hebdomadaires qui sont supérieures à 35 heures. Donc, C'est rétroactif au oui, alors, 16, c'est rétroactif au 12 mars. Alors pourquoi le au 12 12 mars? mars, d'accord. C'est le début de la période d'urgence sanitaire, hein. Et donc, il y aura une possibilité pour les entreprises de faire une régularisation sur le mois de mars, parce que la demande d'indemnisation est déjà partie. Mais sur le site Apart, vous avez une possibilité de cliquer sur l'actualisation de cette demande de mars pour effectivement demander la régularisation sur la base 39 heures. D'accord. Alors, je rappelle peut-être aussi que bon, c'est un peu une imperfection du site, mais le site bloque à 35 heures. Hein, le site de ASP bloque à 35 heures, ce qui oblige l'employeur à faire une règle de 3 pour retomber sur ses pieds. Donc, il faut faire une règle de 3 pour créer un taux horaire, je dirais fictif, qui permet bien de faire en sorte que l'indemnisation couvre les 39 heures. Donc, c'est un petit peu tarabiscoté. Pour l'instant, on n'a pas trouvé nationalement d'autres solutions pour remédier à ça. Mais en tout cas, avec ce mode-là, donc les choses sont régularisables, y compris pour le mois de mars. Et pour le mois d'avril, dans ce cas-là, début mai, vous pourrez immédiatement indiquer le bon taux tout de suite. D'accord, donc ça c'est important effectivement de le redire. Donc il faut que les gens fassent une règle de 3 pour forcer effectivement un montant qui n'est pas celui qui est à la base sur les 35 heures. Voilà, puisque le site bloque à 35 heures. D'accord. Très bien, on continue le tour. Donc, Monsieur Gonzalez, donc administrateur des finances publiques au sein de la DRFIP, Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Gonzalez, quelles sont les dernières informations de votre côté, DRFIP? Oui, bonjour. Alors, un petit point données statistiques. Nous avons des redescentes au niveau local qui sont hebdomadaires. Donc, la dernière donnée fiable remonte à vendredi dernier. Où nous avions à l'époque une situation au niveau national, au niveau du fonds de solidarité, nous avions 600 000 demandes déjà effectivement payées au niveau national pour un montant de 798 millions. Aujourd'hui, je n'ai qu'une estimation au niveau national, mais on voit à la date du 22 avril, ce n'est qu'une estimation. On est à plus de 1 100 000 demandes et ça vient tutoyer le milliard d'euros. D'accord ? On voit en une semaine comment le nombre de demandes payées a évolué. Pour la région Nouvelle-Aquitaine et le département, eh bien là, je n'ai que des données à la date du 16 avril, donc vendredi dernier. Nous avions au niveau de la région près de 58 000 demandes payées pour le premier volet du Fonds de solidarité pour un montant de 76 millions. Ça, c'était pour la région. Au niveau du département de la Gironde, nous étions à près de 18 000 entreprises qui avaient bénéficié d'un paiement pour près de 23 millions de paiements. Voilà ce qu'on peut dire sur le fonds de solidarité en termes de volumétrie des demandes et des paiements. Sur les secteurs, on reste les secteurs les plus qui sollicitent le plus cette aide. On reste sur la structure que j'avais déjà évoqué lors du webinaire du 10, hein. Ce sont toujours les commerces qui sont les plus qui sollicitent le plus cette demande, les services. Ensuite vient le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, et enfin la construction. On maintient vraiment cette structure. Donc ça, c'est pour le volet fonds de solidarité. Donc c'est les sommes qui sont versées directement dans la trésorerie de l'entreprise.
Juste évoquer rapidement les mesures d'accompagnement qui sont liées au report d'échéance, aux étalements, au plan de règlement des charges fiscales. Alors en premier lieu, rappeler que l'annonce faite par le ministre le 17 avril dernier, qui reporte en matière d'impôts directs toutes les échéances du mois de mai au 30 juin prochain. C'est important en matière d'impôts directs, impôts sur les sociétés, pour les revenus catégoriels à l'impôt sur le revenu bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles. Lorsque la déclaration, l'alias fiscal, qu'on appelle l'alias fiscal, c'est souvent désigné ainsi, doit être déposée, l'échéance du mois de mai, qui est début mai, est reportée au 20 juin. Donc c'est important de le rappeler. Ensuite, au niveau de l'importance des mesures d'aide qui ont été accordées, j'insiste au titre des reports d'échéance, des étalements pour le paiement de charges fiscales, d'impôts directs, voire dans certains cas, dans les situations les plus critiques, des remises. J'ai la situation suivante à la date du 23, donc hier soir. Pour la région, 7800 entreprises ont bénéficié de ces aides, et pour un montant de 145 millions. 7800 entreprises pour un montant de 145 millions. Et pour la Gironde, ce sont 1900 entreprises pour un montant de 43 millions. Voilà sur le bilan qu'on peut dresser à ce jour au regard des mesures d'accompagnement des entreprises, qu'il s'agisse du fonds de solidarité ou des mesures d'allègement de charges de trésorerie avec des reports. Très bien, merci Monsieur Gonzalez. On va passer donc à Stéphane Plot. Monsieur Plot, il faudrait que vous fermiez la question que vous avez faite monter, je pense par erreur. Il faudrait que vous cliquiez sur J'ai répondu, parce qu'autrement, ça me bloque le système, moi, pour faire monter les questions. Vous voyez sur votre écran? Monsieur Plot, vous m'entendez? Monsieur Plot? Monsieur Plot ne m'entend pas. Donc, on va régler ça. Alors, on va passer à Monsieur Lourdes Rocheblave, donc directeur régional de l'URSSAF Aquitaine. Oui, bonjour à tous. Peut-être quelques éléments sur l'actualité côté URSSAF. Donc, sur le report des échéances, on suit ce qu'on a pu faire de mars et d'avril au mois de mai. Donc là, ça a été officialisé très récemment. Donc pour l'échéance du 5 mai, pour les travailleurs indépendants, il n'y aura pas de prélèvement fait par l'URSSAF. Donc là, il n'y a pas besoin de formalité de faire de demande de la part des travailleurs indépendants. On repousse donc le prélèvement, on ne l'effectuera pas au 5 mai, comme ça avait été le cas non plus le 20 avril ou le 5 avril et le 20 mars. Pour la partie entreprise, donc pour l'échéance du 5 mai, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire obligation évidemment de faire sa déclaration officielle nominative, sa DSN. Ensuite, pour les entreprises qui peuvent payer, évidemment, on souhaite qu'elles puissent régler leurs cotisations pour pouvoir financer la protection sociale, vous vous en doutez. Par contre, pour celles qui ont évidemment de grandes difficultés, vous pouvez faire un paiement partiel ou pas de paiement, et il y aura donc un report sans majoration de retard. Et ensuite, ce report, il y aura des décisions qui seront prises pour définir ensuite des délais de paiement, je pense, quand on sera en sortie de crise. Donc ça, c'est sur les éléments, sur les deux prochaines échéances, travailleurs indépendants et entreprises. Par rapport aux aides, donc M. Gonzalez a évoqué évidemment le fonds de solidarité qui est géré par la DGFiP, avec les montants et les deux étages. On va, nous, verser lundi, 27 avril, l'aide qui a été décidée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Donc une aide pour les artisans et commerçants, qui va être versée avec un montant qui sera variable entre 30 et 1 250 euros, puisque ça correspond
au montant de la cotisation retraite complémentaire réglée sur les revenus 2018. Donc, c'est à partir de ce qu'ont réglé les gens qu'on a calculé cette aide, puisque en fait, c'est un prélèvement sur les ressources, les réserves plutôt du CPSTI sur la retraite complémentaire. Donc, c'est un montant total important puisque c'est plus d'1 milliard d'euros qui va être versé. Et nous, en Nouvelle-Aquitaine, on va verser à 91 000 travailleurs indépendants, donc commerçants, artisans, classiques ou auto-entrepreneurs. Donc ce montant lundi prochain, et il y a donc 90 000 concernés pour 75 millions d'euros. Donc là, il n'y a pas besoin non plus de demande. Hein. Ça va être fait automatiquement par les URSSAF sur les comptes bancaires lundi. Donc je pense que ça apparaîtra mardi pour les personnes concernées. Alors en sachant que l'objectif est d'aller un peu plus loin, puisque là, on a traité tous ceux pour lesquels on a un RIB, un relevé d'identité bancaire dans nos fichiers. On a environ 10% de la cible pour laquelle on n'a pas de RIB. Donc on va ensuite réclamer pour les personnes concernées des RIB pour pouvoir faire ces règlements au fil de l'eau. L'objectif total au niveau France, c'est qu'on arrive à payer 1 milliard d'euros pour 1 200 000 travailleurs indépendants. Oui, donc vous voyez les montants très importants qui vont être réglés donc, lundi pour la grande majorité et dans les jours qui vont suivre pour les autres. On avait évoqué avec Sophie Depré qui était venue la semaine dernière sur des problèmes justement des RIB. Entre la raison sociale et le nom de l'indépendant, comme quoi ça ne pouvait pas marcher, donc il y avait des retours, les versements n'étaient pas faits. Est-ce qu'il y a une solution là-dessus? Alors là, c'est pour ceux pour lesquels on aurait un RIB qui ne serait pas le bon ou qui poserait une difficulté. Donc là, en effet, on a mis en place un circuit on va dire de recyclage, mais ça, on le verra à partir de lundi, c'est-à-dire que les virements qu'on va faire lundi, nous, on a quitté, on en a plus de 57 000. Donc, il est probable qu'il y en ait quelques-uns qui ne passent pas et auquel cas, on a mis en place un système de recyclage pour pouvoir les réémettre de façon ensuite individuelle. Pour ceux pour lesquels on n'a pas de RIB du tout, là, on va mener des actions puisqu'on a décidé d'abord de payer tous ceux qu'on pouvait payer en masse et ensuite, on va mener des actions là aussi individuelles en contactant les travailleurs indépendants pour leur demander un RIB pour pouvoir ensuite payer au fil de. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais réactiver le son donc, de M. Plot. M. Plot, vous nous entendez bien? M. Plot ne nous entend pas. On a un petit problème. M. Plot ne nous entend pas. Bon, je vais monter une question. Meryl, de toute manière, nous entend et va voir avec M. Plot pourquoi il ne nous entend pas. Alors, je monte donc une question. Donc, quelles vont être la nature des contrôles sur le chômage partiel? Quelles pièces devra-t-on préparer? Pardon. Vous pouvez y aller, M. Frédéric. Voilà, sur les contrôles, bon, c'est pas, pour l'instant, c'est pas la priorité immédiate. Hein, les contrôles, je pense que ça sera pour le phase post-confinement. En tous les cas, donc il y aura certainement des contrôles par sondage qui vont être effectués, hein, parce que les 90 000 dossiers qu'on gère ne pourront pas tous faire l'objet de contrôles. Donc l'idée, c'est bien qu'il y ait des échanges préalables quand il y a des doutes ou des interrogations sur le mode de calcul. Je crois que l'idée, c'est vraiment d'essayer de joindre l'UD d'Adirect pour poser ces questions-là. On essaye on a mis en place un nombre de répondants au téléphone sur le 0806 non, je vous entends parler. qui devrait permettre d'avoir des réponses rapides. Alors, les contrôles, je pense qu'ils seront modulés selon que l'entreprise fasse ou non l'objet d'une fermeture administrative. Oui. Donc évidemment, les hôtels, cafés, restaurants, les commerces non alimentaires, on ne va pas s'interroger sur le pourquoi de la fermeture, hein, c'est clair. Donc on sera plutôt vigilant sur des secteurs peut-être un peu plus tertiaires où le télétravail est possible, parce que c'est bien là que il semblerait que qu'il y ait quelques velléités, en tout cas, de frauder, hein, même si, encore une fois, enfin, dans mon esprit, comme pour tout dispositif, il y a 5% de fraude dans tout dispositif, quel qu'il soit. Bon, on verra. Est-ce qu'on n'y est pas? Donc pour l'instant, on est plutôt, nous, dans une optique de bienveillance et d'explication. Après, s'il y a des abus, les abus, on va essayer de les cibler et de les régler. Alors, il faut que l'entreprise, simplement, se prépare quand même sur les fiches de paye, indique quelles sont les heures qui ont été, le nombre d'heures qui a été chômé,
Ça, c'est l'information du salarié, mais c'est aussi de l'information pour nous en cas de contrôle. Ça nous permettra de vérifier la réalité, enfin la concordance entre ce qui a été déclaré comme heure chômée et ce qui a été effectivement chômé. C'est ça le principal sujet. Sur le motif de recours au chômage partiel, on est dans un contexte quand même très massif. C'est un salarié sur deux quasiment du secteur privé. Bon, donc on va peut-être pas trop demander de documents sur pourquoi, enfin comme on le fait d'habitude. Là, on est quand même dans un cas particulier. Donc les contrôles seront plutôt les contrôles sur les volumes d'heures, le mode de calcul, ces choses-là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons retrouvé Monsieur Plot. Monsieur Plot, vous nous entendez? Non, on a toujours des problèmes avec Monsieur Plot. Il ne nous entend pas. Bon, donc, je poursuis. Comment se procurer des masques, du gel hydroalcoolique pour nos salariés et le public accueilli en quantité raisonnable, inférieure à 100 unités pour les TPE associations? Est-ce que vous… Voilà, alors j'avais indiqué l'autre jour qu'il y a une plateforme mise en place par Cdiscount qui est, je dirais, qui est soutenue par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc c'est une plateforme qui justement s'adresse aux entreprises des commandes de volume très grand à faire. Alors c'est vrai qu'on a eu une réaction selon laquelle les prix étaient un peu plus élevés que d'habitude sur ce site. Moi, je suis pas allé vérifier, hein. Mais en tout cas, c'est une des possibilités, hein. Donc, alors j'ai pas le nom en tête du site, mais ça passe par Cdiscount. Il y a un communiqué de presse du ministère de l'Économie et des Finances qui s'associe à cette initiative. Et deuxième chose, pour les plus gros volumes, là, le site s'appelle Stop Covid-19. Hein, c'est également géré par le ministère de l'Économie et des Finances. Mais là, on est vraiment sur les commandes beaucoup plus importantes en nombre. Donc voilà ce que je peux dire sur les petites commandes, donc plutôt les plateformes que j'ai indiquées, donc Cdiscount, et pour les demandes plus importantes, voilà. Après, on trouve maintenant des fournisseurs qui répondent, hein, sur les masques, on sent bien que ça se détend un petit peu, on a un peu moins de difficultés à en trouver. Alors peut-être pas des masques FFP2, mais pour les autres types de masques, on n'est plus tellement dans une situation de pénurie, donc les choses devraient être quand même plus simples de ce point de vue-là. D'accord, merci. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'annulation des cotisations de mars à juin? Donc ça, c'est une question pour les URSSAF. Alors non, puisqu'en effet, pour l'instant, nous en sommes à des annonces au plus haut niveau, puisque le président de la République en a parlé, les ministres des Finances en ont parlé, mais pour l'instant, en tout cas à ma connaissance à ce matin, il n'y avait pas de texte pour caractériser ces éventuelles annulations. Donc ce qui a été évoqué par les pouvoirs publics, c'est la possibilité, en effet, d'annulation de cotisations pour certains secteurs, notamment ceux qui étaient fermés administrativement. Hein, donc, on pense aux hôtels, aux restaurants ou à l'événementiel. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments concrets juridiques pour avancer des éléments, voilà, des éléments probants sur le sujet. C'est en cours de réflexion au niveau des ministères. Puisqu'il y a évidemment un certain nombre de questions qui se posent, notamment par rapport à la réglementation européenne qui normalement empêche de faire des aides sectorielles. Et c'est une des difficultés pour concevoir un dispositif. Mais voilà, ça a été clairement annoncé par le président de la République et par le gouvernement. Donc c'est en train d'être réfléchi pour une mise en place dont je pense qu'on aura les éléments dans quelques jours ou quelques semaines. D'accord, je vous remercie. Peut-être que vous allez redire votre réponse sur les 1 250 €, parce que si d'autres personnes sont connectées après, donc vous confirmez que l'aide sera versée à partir de lundi auprès donc de tous les indépendants, avec des problèmes peut-être de RIB, et vous reviendrez. Voilà, tous les indépendants, commerçants, artisans, je précise bien, hein, les professions libérales ne sont pas concernées pour l'instant, puisque le CPSTI a voté pour la partie commerçants et artisans. Pour les professions libérales, ce sont des caisses de retraite particulières, dont certaines ont voté des décisions sur le sujet. Pour certaines, déjà mises en place, je pense aux chirurgiens dentistes. Pour d'autres, et je pense à la CIPAV, qui sont en attente de validation par les pouvoirs publics, puisque là aussi, il y a une validation par les pouvoirs publics des décisions prises. Donc voilà, pour les professions libérales, ça n'est pas un paiement à partir de lundi, mais il y a des travaux qui sont menés et je pense qu'il y aura des aides à peu près
dans la plupart des professions. Donc, comme je voyais une des questions qui revenait, on sait tout à fait, donc cette aide spécifique du CPSTI jusqu'à 1 250 € est cumulable avec le fonds de solidarité. Par contre, voilà, elle aura lieu qu'une seule fois, alors que le fonds de solidarité, comme l'a expliqué M. Gonzalez tout à l'heure, a eu lieu en mars, sera renouvelé en avril, et après on verra pour la suite. Par contre, ce qui n'est pas cumulable, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est la partie action sociale, là aussi du CPSTI, mais qui, elle, est vraiment des montants financiers qui existaient avant la crise, hein, qui sont des montants beaucoup plus faibles. Hein. Là, on parle en quelques dizaines de... Je n'ai pas entendu la question, je ne sais pas si vous m'entendez. Et qui sont, par rapport à ça, pas cumulables avec le fonds de solidarité. D'accord. Donc là, aujourd'hui, nous, on a versé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine près d'1 million d'euros d'actions sociales depuis le début de l'année. Donc certains éléments, c'était avant la crise, mais c'est réservé vraiment soit à des travailleurs indépendants qui sont en grosse difficulté sociale par ailleurs et qui ne rentrent pas dans les critères du fonds de solidarité. D'accord, merci. La plupart, quand même, aujourd'hui, enfin, beaucoup de travailleurs indépendants entrent quand même dans les critères de fonds de solidarité. Donc, on leur conseille de d'abord faire la demande de fonds de solidarité. S'ils ont un refus, et de mémoire, les refus sont très, très peu nombreux, puisque je crois que c'est 2 ou 3% à peine, ils peuvent revenir vers nous sur cette partie action sociale. Une question qui est plus large, alors peut-être que vous aurez quelques éléments de réponse. Si tel n'est pas le cas, sachez que nous revenons vers les internautes sur des questions qui n'ont pas trouvé de réponse, et notamment sur celle des loyers. Les loyers TPE doivent être annulés, mais si le propriétaire n'accepte pas, qui prendra en charge? Donc l'État déclare que les loyers des TPE doivent être annulés. Vous, le regard de vos institutions, est-ce que autour de ça, il y a des choses qui vous sont remontées? Je n'ai pas d'informations sur le sujet, non, j'en ai pas vu passer, non. Alors, il y a des demandes des pouvoirs publics que les bailleurs proposent des reports, mais notamment au niveau commerce, parce qu'il y a un certain nombre de bailleurs institutionnels connus, mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Alors, pour ma part, oui, il y a effectivement une médiatrice qui a été nommée pour les baux commerciaux, enfin plutôt des grands opérateurs. Après, pour les TPE, en tout cas, il n'y a pas d'aide spécifique prévue à ce titre-là. Donc, s'il n'y a pas d'accord entre le propriétaire et le locataire, je ne suis pas certain qu'il y ait une solution. Hein. En tout cas, il n'y a pas d'aide spécifique de l'État qui compense ces loyers. Alors, outre les aides globales qui peuvent être affectées à différents objets. Mais D'accord. Merci. Alors, il y avait une question, voilà, justement sur les équipements. Si mes salariés souhaitent des protections, masques, gel, suis-je obligé de leur fournir? Ça fait partie, le principe général dans le Code du travail, c'est que l'employeur est obligé de fournir les EPI, hein, donc les équipements de protection individuelle. Dans la période actuelle, le gel hydroalcoolique, ça semble assez évident. Les masques, je ne vais pas alimenter les polémiques, mais enfin, si vous regardez les fiches pratiques qui sont sur le site du ministère du Travail, hein, il y a une trentaine de fiches métiers qui existent et qui indiquent quelles sont les mesures spécifiques de prévention à prendre justement dans le contexte Covid-19. Donc, pour l'essentiel de ces fiches, on n'évoque pas les masques parce qu'on estime que les masques, c'est pas vraiment la première protection. La première protection, c'est la distanciation sociale et c'est les gestes barrières. Donc, c'est ça le principe, ce qui est le plus efficace. Si maintenant, l'un ou l'autre ne peut pas être respecté, donc les masques sont je dirais, une solution de deuxième rang. Mais j'ai bien conscience que ce discours-là, il n'est pas tellement audible compte tenu de ce qu'on entend à droite ou à gauche. Mais en tout cas, c'est la position de l'OMS, c'est la position des préventeurs. Maintenant, si le masque parce que si la distanciation ne peut pas être respectée, et si l'employeur donc poursuit l'activité, donc dans ce cas-là, évidemment, c'est à l'employeur de fournir le masque. Hein, alors, je ne vais pas entrer en détail, mais il y a différents types de masques. Il y a les masques chirurgicaux, il y a les masques
des EPI, donc les masques qui filtrent les particules, donc FFP1, 2, 3. Il y a des masques alternatifs. Donc tout ça est assez compliqué. Certains protègent le porteur et d'autres protègent l'environnement. Il faut savoir que la plupart des masques, enfin, mis à part des masques FFP2 qui sont donc qui filtrent les particules, les autres masques ne protègent que l'environnement. Ils ne protègent pas le porteur. Je crois que c'est vraiment des choses qu'il faut bien dire et redire, parce que dans l'esprit des citoyens, des salariés, des consommateurs, les choses sont pas toujours très claires dans les esprits là-dessus. Alors ça peut donner un certain sentiment de sécurité, le masque, mais attention, je crois que vraiment la première mesure, c'est distanciation et gestes barrières. Pour les gants, parce que j'ai vu que les questions étaient posées sur les gants, c'est pareil, nous on déconseille les gants, enfin sauf quand il y a des professions alimentaires ou autres, mais le gant n'est pas un bon moyen de protection, parce que dès l'instant où le virus il se fixe sur le gant, si ensuite vous portez la main à la bouche, au visage, c'est pas différent voilà. Donc attention aux gants, ça peut aussi donner un sentiment de sécurité à tort. Donc nous on déconseille plutôt le port de gants. De toute manière, on abordera donc avant le 11 mai, donc période de déconfinement, on aura un webinaire qui sera, et je le dirai à la fin, qui sera destiné justement sur la reprise et notamment sur la responsabilité de l'employeur. Donc ça sera de mémoire le 5 mai, mais je le confirmerai tout à l'heure. Je reviens sur une question des charges pour donc les cafés, hôteliers et restaurants. Une annulation de charges est-elle prévue pour le secteur, donc hôtel, café, restaurant? Alors, par rapport à ça, c'est en effet l'un des secteurs qui a été évoqué par le gouvernement comme pouvant faire l'objet sûrement d'une annulation de charges. Donc, c'est un secteur qui, comme je disais tout à l'heure, était fermé administrativement depuis la mise en place du confinement, donc par décision de l'État. Donc, ça fait partie en effet des secteurs, je disais, avec l'événementiel, qui sont visés par cette réflexion sur les annulations. Mais comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments précis sur les conditions de cette mise en place. Oui, je pense, enfin, si je peux compléter, je pense allez-y. Il y a une réunion nationale entre le président de la République et les hôtels, cafés, restaurants. Et peut-être qu'une annonce a été faite. J'ai vu dans les messages que certains disent que ça a été annoncé ce matin. Je ne sais pas, mais c'est possible que là, très rapidement, il y ait des nouvelles sur ce sujet-là. Enfin, des annonces, oui, il y en a qui ont été faites, notamment à la télévision, il y a peu de temps. Mais elles restent, elles ne sont pas précises juridiquement pour l'instant. On n'a aucune des conditions de mise en place. Par contre, je pense que voilà, ça confirme qu'il y aura un dispositif spécifique sur un certain nombre de secteurs en matière d'annulation de charges, de cotisation sociale. Pardon. Merci. Monsieur Gonzalez, vous nous entendez? Oui, Monsieur Gonzalez, en ce qui concerne le fonds de solidarité sur le volet 1, le volet 2 est-il une suite du volet 1 et notamment donc dans le cadre d'entreprises qui auraient contracté des prêts bancaires, sont-elles éligibles au volet 2? De solidarité est instruit par les régions. Ce sont elles qui vont examiner les demandes et qui vont accorder les aides aux entreprises. Pour les conditions d'éligibilité à ce second volet du fonds d'aide, il faut revenir à la motivation de cette aide qui vise à couvrir les impasses de trésorerie des entreprises. Le premier volet, lui, couvre une baisse de chiffre d'affaires. Le second volet, lui, a vocation, en tout cas c'est sa cible, à couvrir les impasses de trésorerie des entreprises. Donc l'entreprise, de manière très simple, prend son actif net, calcule ses charges, les charges dues au titre des mois de mars et avril de mémoire, et donc si on n'a pas de trésorerie, la logique c'est qu'elle demande un prêt bancaire, et c'est dans le cas où ce prêt bancaire est refusé par le banque que la justification de ce refus qu'elle devient éligible à l'aide du second volet du fonds de solidarité. D'accord. Et faut-il une nouvelle demande pour obtenir le fonds de solidarité au mois d'avril?
Oui, pour adresser des demandes sur les plateformes des régions. Nous parlons du volet, là. Oui, du volet 1 pour le Fonds de solidarité, faut-il faire une nouvelle demande pour le mois d'avril? J'étais encore sur la lancée du second volet. Le volet couvre jusqu'à présent la situation du mois de mars 2020 et les demandes pourront être déposées toujours toujours en ligne jusqu'au 30 avril. Une seconde mois on aura droit à l'aide, c'est le mois d'avril 2020. Hein, il y a un décret qui est paru le 17 avril et qui prévoit donc le versement de cette aide de 500 € avec une évolution importante pour les conditions, pour apprécier la baisse du chiffre d'affaires, parce que le premier volet couvre la baisse du chiffre d'affaires. Une évolution importante qui permettra à un nombre d'entreprises plus important de prétendre à cette aide sur le mois de mars, comparé à la situation de mars 2020 à la situation de mars 2019. Et on appréciait la variation négative sur ces deux jalons. Donc, pour le mois d'avril, l'entreprise aura la possibilité de comparer à la situation du mois d'avril, soit la situation du mois d'avril 2020, soit la situation du mois d'avril 2019, soit la chiffre d'affaires moyen 2019. Donc, on voit que le champ de l'évolution sera important avec cette seconde spécialité qui prévue par le décret et qui prévoit de comparer la situation de, je répète, d'avril 2020 à la moyenne de chiffre d'affaires. Alors, on n'a pas. Pour l'instant, on n'a pas la date exacte, mais devra effectivement être déposé pour le mois d'avril 2020. On n'a pas une bonne ligne, Monsieur Gonzalez. On vous posera cette question par écrit pour que la repréciser aux internautes, parce qu'effectivement, vous avez donné des détails, mais on n'entend pas très bien avec la communication téléphonique. Donc, on vous la posera par mail, de telle sorte à la faire suivre à aux internautes. Alors, je passe à une autre question. Compte tenu de l'incertitude de reprise, sera-t-il possible d'embaucher des saisonniers et d'utiliser le temps partiel? Donc là aussi, il faut retenir que l'activité partielle, c'est un dispositif qui est très, très souple. Hein. Donc l'activité peut être totalement arrêtée ou en partie arrêtée. Donc dès l'instant où vous avez recruté et qui ne sont pas en mesure de travailler pendant la durée prévue au contrat, donc 35 heures en général, mais ça peut être plus, dans ce cas-là, en fin de mois, vous indiquerez pour chacun des salariés concernés quel est le nombre d'heures qu'il a travaillé, le nombre d'heures non travaillées et pour lesquelles il y a une demande d'indemnisation qui est faite. Donc là, saisonnier ou pas, dès l'instant où les personnes sont recrutées, ont un contrat de travail. Hein, je rappelle que les nouveaux systèmes élargis d'activité partielle s'adressent désormais à toutes les catégories de personnes, hein, de façon très large, même les apprentis, les personnes en contrat de pro, les CDD, les temps partiels, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, je pense qu'on a vraiment élargi beaucoup les catégories, les pigistes, les VRP. Enfin, donc désormais, je pense que le filet de sécurité est quasiment complet. Après, chaque mois, la situation peut varier. Donc, si l'activité reprend progressivement, dans ce cas-là, le mois d'après, vous ferez une demande de remboursement qui portera sur un nombre d'heures moins important. Ce qu'il faut retenir, alors, parce que j'ai vu une question sur quelle est la procédure, la démarche. Donc, je rappelle qu'il y a deux étapes. Enfin, il y a trois étapes. La première étape, c'est la création du compte ASP. Hein, donc ça, c'est la première chose. Donc, je disais qu'il restait des difficultés en la matière. Ce que je vous propose, c'est peut-être de recenser parmi les participants, les entreprises qui ont encore des problèmes de ce côté-là, et puis on essaiera, nous, avec l'ASP, de les régler le plus rapidement possible, sachant que l'échéance du 30 avril qui avait été indiquée à un moment donné on ne l'appliquera pas, évidemment, si les entreprises ont encore du mal à créer un compte. Donc, deuxième étape, une fois que le compte est créé, faire une demande d'autorisation
de mise en chômage partiel. Donc, c'est une demande d'autorisation. Donc, ça, c'est une étape qui est automatisée au bout de 48 heures. Et après, une fois que cette demande est acceptée, l'entreprise, à la fin de chaque mois, fait une demande d'indemnisation. Et c'est cette demande d'indemnisation qui, désormais, est également automatisée au bout de 48 heures. Donc, ce qui veut dire qu'entre le moment où l'entreprise, parce que c'est une question que j'ai vue aussi, elle dépose sa demande sur le site Apart, et le moment où intervient le paiement, on est à peu près sur un délai de 7 à 8 jours, normalement. Hein, sauf si le dossier pose problème, et dans ce cas-là, s'il y a une vérification qui est faite par l'UD direct, ben dans ce cas-là, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en temps normal, on est plutôt sur un délai assez court. Alors, pour le mois de mars, évidemment, comme on a eu ce problème à l'allumage, compte tenu des difficultés d'inscription sur le site, on a des délais on a un petit dérapage de temps, mais on est assez confiant sur avril, mai, juin. On devrait tenir à peu près ces 8 à 10 jours, disons, entre le moment où la demande est validée et le moment où le paiement intervient. Très bien, merci. Nous sommes inquiets pour les congés. Nous n'avons pas de chiffre d'affaires et allons être obligés de payer les congés payés à nos salariés. Qu'en est-il? J'imagine que c'est une entreprise qui est en activité partielle ou… Oui, oui, oui. Tu vas mettre les salariés en congé? Ouais, moi, je pense dans ce cas-là, le mieux est peut-être de les mettre en activité partielle et pas de les mettre en congé. Enfin, si vraiment il y a un problème de trésorerie, je pense que la solution est plutôt là. Hein, Oui, la difficulté, c'est que ça reporte d'autant les congés, donc après la période du 31 mai, donc ça va faire une année 2020-2021 et même d'ailleurs sur les bilans en fin d'année, avec des soldes de congés qui vont être importants. C'est certain que ça fait partie, le solde de congés payés, enfin les indemnités, ça fait partie des entreprises. Et donc là, ça renvoie éventuellement aux aides qui ont été indiquées. Hein, si on considère le volet 2 quand même le volet 2 du fonds de solidarité, donc il concerne les entreprises entre 1 et 10 salariés. Je rappelle que le montant, c'est de 2 000 à 5 000 euros, donc c'est pas négligeable. Et ça peut aussi servir à régler ce type de situation pour des entreprises qui n'auraient pas eu de prêt de trésorerie et qui sont en difficulté. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Monsieur Plot? Meryl, a-t-on retrouvé Monsieur Plot? Oui. Je vous entends. Oui. Vous m'entendez? Très bien. Alors, Monsieur Plot, donc, pourriez-vous nous expliquer le cheminement d'un dossier, de l'inscription sur le site à la réception du paiement? Alors, Monsieur Aprédaris en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez aussi nous préciser aujourd'hui les difficultés que vous avez, qu'il y a eu donc à l'ASP? Est-ce que maintenant les paiements fonctionnent bien? Oui, les paiements ont débuté depuis la première semaine d'avril. Le contexte, effectivement, c'est un contexte d'engorgement à l'assistance pour résoudre les multiples problèmes de connexion et d'identifiant et mot de passe pour les employeurs. Cette situation est en train d'être résorbée. Aujourd'hui, il y a également presque plus de file d'attente quand on est sur l'assistance téléphonique. Donc, je vous propose de contacter le 0800 705 800. Même si vous avez déjà eu des contacts avec l'ASP, aujourd'hui, la majorité des agents qui vont pouvoir vous répondre au téléphone seront en mesure, en principe, de vous dépanner sur tous ces aspects connexion. Donc, n'hésitez pas à les recontacter, ce n'est pas grave. Le numéro, c'est un numéro vert, donc il va falloir reprendre encore un petit peu de temps, mais ça vous permettra de vous débloquer. Concernant les processus et les étapes pour arriver au paiement de l'aide, effectivement, la première étape, c'est effectivement d'aller créer son espace sur le portail activité partielle. Le portail activité partielle va vous être diffusé l'adresse de connexion. Première étape, la création de votre espace. Il suffit de renseigner votre tirette et ensuite de mettre votre adresse mail et vos coordonnées pour que vous ayez ensuite la réception de 3 mails dont le dernier est identifié habilitation et il vous donne le top départ pour aller dans votre espace personnel sur le portail. Une fois que vous avez réussi à vous connecter avec vos identifiants et mots de passe et que vous avez reçu donc le 3e mail, le premier est l'identifiant, le 2e est le mot de passe. Donc l'étape suivante, c'est celle de compléter votre fiche établissement.
C'est très rapide, c'est 4 champs à compléter. Et ensuite, vous êtes en mesure de faire votre dépôt de demande d'autorisation préalable, qui consiste à compléter 4 petites pages d'affichage sur le portail. Et enfin, donc votre DAP, quand vous aurez terminé cette saisie, sera dans les mains de la directe et l'automatisation a été mise en place pour que dans les 48 heures, vous ayez le retour de cette décision d'autorisation par notification également sur votre boîte mail avec un code secret qui ensuite vous permet de suite d'aller faire votre demande d'indemnisation pour le mois qui est écoulé. Donc c'est une demande qui se fait à terme de mois. Et ensuite, quand votre demande d'indemnisation est validée, vous pouvez envisager un délai de 5 à 7, 8 jours pour que vous ayez le paiement qui arrive sur le compte. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Les salariés en chômage partiel total, du fait qu'ils n'ont plus de salaire, ils ne cotisent plus à la mutuelle et la prévoyance. Y a-t-il des démarches particulières à faire? Là-dessus, je pense qu'il faut que l'entreprise contacte effectivement la mutuelle pour voir que se passe-t-il dans ce cas-là. Est-ce que le contrat est suspendu? Je sais qu'il y a des négociations au niveau national sur le sujet, justement, du cas et de salariés et d'employeurs pour essayer de traiter cette difficulté. Bon, là, je peux pas en dire plus, hein. Je pense que ça dépend vraiment des mutuelles. Donc, s'il y a un risque de suspension du contrat, ça peut être effectivement embêtant. Donc, il faudrait que là-dessus, que l'entreprise se rapproche de la mutuelle pour vérifier des choses, sachant encore une fois que les négociations ont été engagées au niveau national, mais bon, je sais pas dans quel délai ça peut aboutir. Et bon, donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut effectivement vérifier au niveau de chaque mutuelle. Merci. Alors, cette question revient souvent, hein. Je suis président de SAS, je ne suis pas salarié, mais sans les prises en compte des salaires et d'autre part, je ne suis pas considéré comme un TNS. À votre connaissance, y aura-t-il quelque chose de prévu pour les présidents de SAS comme moi? Je pense que la réponse là est plutôt côté fonds de solidarité ou URSSAF éventuellement, parce que en sachant qu'à direct, nous on est sur les dispositifs salariés. Donc, côté fonds de solidarité DRFIP, côté URSSAF, est-ce que vous avez des informations? Ouais, solidarité pour le premier volet et le second volet d'ailleurs, les décrets qui mettent en place et qui organisent cette aide prévoient une aide à l'entreprise et non pas aux personnes physiques qui en sont les dirigeants. Donc a priori à ce stade-là, sur le dispositif qu'on connaît pour le mois de mars et pour avenir pour le mois d'avril, la cible sera la même, c'est une aide à l'entreprise et non pas aux dirigeants. Très bien, merci. Je rappelle aux internautes d'aller dans les sondages. J'ai pris un peu de retard, vous m'en excuserez. Il y a un certain nombre de sondages qui ont été publiés. Je vous invite vraiment à les compléter parce que ça nous sert justement à adapter les thématiques de nos webinaires. Pour les salariés ayant un contrat à 43 heures par semaine, les 43 heures sont-elles indemnisées au titre de l'activité partielle? Alors, sous réserve d'avoir bien lu leur réponse, il me semble que dès l'instant où ce sont des heures supplémentaires structurelles, donc et non pas occasionnelles, en principe, l'indemnisation couvre cette durée-là. Enfin, j'en suis certain, en tout cas, quand c'est des durées collectives, si une entreprise a une durée collective à 43 heures, ça peut arriver pour des heures d'équivalence notamment, mais ça, c'était déjà le cas. Les heures d'équivalence étaient déjà prises en compte, donc notamment dans les transports routiers de marchandises et dans certains commerces et épiceries. Je demanderais peut-être un petit joker s'il s'agit d'une situation isolée d'un salarié qui a un contrat particulier. Disons, je suis affirmatif quand il s'agit d'une durée collective de travail dans l'entreprise qui serait de 43 heures. Dans ce cas-là, l'indemnisation sera sur la base de 43 heures. Si maintenant c'est un salarié pris isolément dans une entreprise dont la durée de travail est 35 heures et l'un ou l'autre des salariés a une durée dans son contrat de travail différente,
Là, je suis moins affirmatif. Je pense que la réponse est oui, mais je préfère vérifier et vous donner la réponse par écrit plus tard. Hein, mais je pense, voilà. Et je peux confirmer que vous le faites, puisque effectivement, Voilà. vous nous a envoyé une réponse très rapide et vraiment, on vous en remercie. Donc, un webinaire spécial association. On a beaucoup de questions à faire remonter. On se sent vraiment seul et sans personne vers qui se tourner. Pourtant, nos publics ont de plus en plus besoin de nous. Alors, je peux néanmoins rappeler que tous les dispositifs de droit commun sont valables pour les associations. Moi, j'invite justement les associations qui sont connectées aussi à contacter la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, hein, qui suit tous ces dispositifs pour vous informer, parce qu'effectivement, il y a une action des associations qu'on voit maintenant sur nos territoires, hein, puisque beaucoup sont sollicités. Côté institution, est-ce que vous pouvez confirmer justement que tous les dispositifs de droit commun, les fonds d'urgence sont fléchés aussi sur les associations ? Pour le fonds de solidarité, il est effectivement ouvert aux associations, dès lors qu'elles ont une activité économique, donc on peut quand même une activité économique et qu'elles répondent à ces conditions d'analogie avec le monde de l'entreprise. D'accord. Côté direct, le chômage partiel, c'est la même chose? Alors, oui, avec quand même un tempérament. Que si l'association n'a pas d'activité commerciale et donc si ses ressources sont entièrement des subventions, je dirais le contexte Covid-19 n'a pas d'impact. Donc c'est quand même un point qu'on va regarder. Par contre, si l'association a une activité qui, je dirais, commerciale ou en partie ou qui varie en fonction de recettes propres, donc là c'est différent. Donc pour les associations, c'est vrai qu'on aura peut-être un regard un peu plus particulier selon ce critère-là. Maintenant, je sais que le Conseil régional, par ailleurs, je pense, a développé une aide spécifique pour le secteur associatif, me semble-t-il, hein, dans son plan d'urgence propre. Oui, et on l'a publié, le plan d'urgence. Effectivement, il y a un volet association qui est important, hein. Donc, allez voir dans le chat. Au tout démarrage du chat, on vous a publié le plan d'urgence de la région, tout comme d'ailleurs celui de la métropole de Bordeaux. Alors, côté URSSAF, il y a des dispositifs en effet assez identiques, hein, c'est-à-dire que pour les associations qui ont des employés, des salariés, il y a les reports de cotisation possibles comme pour les entreprises classiques. Par ailleurs, il y a un dispositif spécifique qui existe qui s'appelle le chèque emploi associatif, où là, on est dans des logiques où c'est un système de... Alors, c'est plutôt pour les petites associations, hein, en général moins de 5 salariés, où la branche recouvrement s'occupe des bulletins de paie. C'est le cas aussi pour le système du TES, hein, du titre emploi service entreprise. Et donc, dans ces dispositifs-là, ça fonctionne sous forme de prélèvement. Et depuis le début de la crise, les prélèvements ne sont pas effectués, un peu à l'image de ce qu'on fait pour les travailleurs indépendants. Donc, toutes les associations qui sont au chèque emploi associatif, au CEA, n'ont pas été prélevées depuis le 15 mars. C'est-à-dire au 15 mars, au 15 avril, puisque c'est au 15 du mois en général. Donc 15 mars, 15 avril. Et je suppose, on n'a pas encore l'information, mais je suppose que ça sera la même chose pour le 15 mai. Merci. Quelles sont les modalités de calcul de l'indemnité d'activité partielle? Faut-il inclure la majoration des heures supplémentaires suite à l'ordonnance publiée hier? Je vais remettre le son à M. Plot aussi, qui pourra réagir. Alors là-dessus, sur l'aspect réglementaire, hein, donc l'assiette, donc l'ordonnance du 22 avril, donc règle la question du quantum d'heures, hein, donc on n'est pas bloqué à 35 heures, donc ça peut être au-delà. Donc il faut recalculer un taux horaire en incluant, en fait, le principe, c'est qu'on prend la base de calcul comme pour les congés payés. C'est ça, d'après le Code du travail, on prend cette base de calcul. Donc ce qui veut dire que toute prime, même les primes qui ne sont pas mensuelles, et qui ne sont pas des majorations d'heures supplémentaires, justement, doivent être incluses dans l'assiette. Alors, par ailleurs, sur la majoration d'heures supplémentaires, moi, à mon avis, c'est la seule prime qui ne rentre pas dans l'assiette. Hein, il faut faire le calcul en excluant cette majoration d'heures supplémentaires. Par contre, les autres primes doivent être du coup mensualisées pour rentrer dans le taux horaire qui sera indiqué sur l'applicatif. Monsieur Plot, un complément? Non, mais
rajouter, je pense que… Ouais, quelques petits soucis de son avec Monsieur Plot. Si une erreur de taux d'indemnité partielle donc s'il y a une erreur de taux d'activité partielle en mars, peut-on faire une régularisation au titre du mois de mars sur le site de l'ASP? Oui, j'ai réactivé Monsieur Plot. Ah. Tout à fait. Enfin, si M. Plot complète, mais il faut revenir sur la déclaration du mois de mars pour effectivement la rectifier. Hein, et donc, c'est pris en compte par le système. Bien sûr, c'est possible de venir faire une modification sur le portail, bien sûr. Merci. Alors, j'avais vu une question sur… alors, hop, voilà. Quelle serait la procédure pour le passage des arrêts de garde d'enfants et personnes à risque en chômage partiel à compter du 1er mai? Oui, donc l'ordonnance que j'ai indiquée tout à l'heure, pour le passage des 35 aux 39 heures et au-delà, elle traite aussi de cette situation-là. Donc c'est vrai que désormais, les personnes qui étaient en arrêt maladie spécifique Covid, on va dire, hein, donc c'est un arrêt maladie sans jours de carence et sans délai aussi pour l'indemnisation complémentaire par l'entreprise. Donc ces personnes-là, d'après cette ordonnance, effectivement, seront basculées ou doivent être basculées à compter du 1er mai sur le système d'activité partielle. Ce qui nécessite que les entreprises, du coup, créent un dossier si elles ne l'ont pas fait, parce qu'on aura peut-être des entreprises là qui n'avaient pas monté de dossier avant, et donc il faudra qu'elles appliquent, qu'elles suivent les règles en matière de création de compte, de déclaration mensuelle. Alors pourquoi cette bascule a été décidée? C'est parce que le niveau d'indemnisation est meilleur. Hein, vous savez qu'en termes d'activité partielle, on est sur 70% du salaire brut, mais en salaire net, on arrive à 85%. Pour les arrêts garde d'enfants Covid, il y aurait eu une diminution, on serait passé à 66% du brut. Voilà, donc c'est pour ça que le choix a été fait de faire cette bascule, bon, qui va encore augmenter le nombre de dossiers d'activité partielle à gérer. Donc c'est pas forcément, voilà, pour les directs, ça va être un moment un peu compliqué. Et donc on s'attend à avoir des questions et des questionnements sur ce sujet-là. Mais apparemment, c'est alors je sais pas, est-ce que les caisses primaires prévoient un message d'information ou pour faciliter un peu le lien et la passerelle entre les deux dispositifs, je pense que c'est des choses qui doivent être précisées. Hein. C'est une ordonnance qui est là aussi d'avant-hier, donc on n'a pas forcément encore tous les éléments pour comprendre comment ça va se passer. Donc c'est valable pour tous les salariés, notamment les dirigeants qui sont salariés, qui se sont mis en arrêt de travail, c'est exactement la même chose. Alors, il y a toujours les cas particuliers des dirigeants à regarder de près, mais en tout cas, en termes de catégorie, oui, c'est garde d'enfants, c'est les personnes fragiles aussi. Hein, il y a 3 catégories de personnes qui sont dans ce cadre-là. Mais honnêtement, là aussi, c'est assez récent, donc on attend vraiment des précisions sur le sujet. D'accord. Merci. J'ai une question, Monsieur Gonzalez, au niveau de la TVA, sur les reports éventuels de TVA. Alors, la TVA n'est pas actuellement, à l'instant où on se parle, n'est pas un impôt visé par les mesures de report d'échéance ou d'étalement d'impôt. Il s'agit d'une taxe qui est collectée par les entreprises et c'est avec cette taxe que l'État finance la solidarité sociale. Donc, en ce moment de crise. Donc, à ce stade-là, à l'instant où on se parle, il n'y a pas de mesures spécifiques pour un report d'échéance de paiement de TVA. Merci. Une question pour les URSSAF. Alors, c'est sur le CPSTI. Alors, j'en ai 2, j'en affiche une. URL est-il considéré comme un indépendant?
pour bénéficier donc des 1250. Et dans le même contexte, donc si une personne a reçu l'aide du CPSTI en mars, peut-elle être éligible au Fonds de solidarité en avril? Alors, pour la partie aide, donc 1250 €, il suffit d'avoir un compte travailleur indépendant, donc inscrit à l'URSSAF. Donc, selon le statut, l'URL, selon la façon dont le gérant a géré son statut, soit il a un compte travailleur indépendant et il sera en effet bénéficiaire de l'aide, soit il n'en a pas et il n'aura pas le bénéfice de l'aide. Sur ensuite le cumul, donc ce que j'ai indiqué, c'est que l'aide CPSTI, la 1250 €, est cumulable avec le fonds de solidarité, quelle que soit la date à laquelle la demande est faite, sur le mois de mars ou sur le mois d'avril. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur le mois d'avril. Je pense que c'est à partir de début mai qu'on pourra faire la déclaration, enfin la demande pour le mois d'avril, hein, puisque en effet là, au mois d'avril, on ne fait les déclarations que pour le mois de mars. Et je pense que c'est à partir, enfin M. Gonzalez pour le confirmer, mais je pense que c'est à partir de début mai qu'on pourra faire les déclarations pour le mois d'avril, ce qui est assez logique puisqu'on compare les chiffres d'affaires d'avril 2020 par rapport à avril 2019. Donc, tant que le mois n'est pas terminé, on peut difficilement comparer le chiffre d'affaires. Sur la partie cumul, donc, on est en capacité donc, de cumuler l'aide CPSTI avec le fonds de solidarité. Ce qu'on ne peut pas cumuler, c'est l'action sociale, donc l'aide financière exceptionnelle avec la partie fonds de solidarité. Donc, par rapport à la subtilité, si on demande l'aide sociale au mois de mars parce qu'on n'a pas droit au fonds de solidarité et qu'ensuite on aurait droit au fonds de solidarité au mois d'avril, c'est vrai que sinon on n'a pas cette information en amont, logiquement on devrait accorder une aide sociale. Voilà, pour l'instant le cumul pourra avoir lieu si en effet il n'y avait pas, enfin la demande était faite sur le mois de mars. Il n'y a pas le fonds de solidarité. Après, le fonds de solidarité, on ne sait pas combien de temps il va durer. Pour l'instant, on sait qu'il va durer au moins mars et avril. Donc, l'évolution des chiffres d'affaires étant plutôt en effet négative, on peut supposer que beaucoup plus de gens travailleurs indépendants auront droit au fonds de solidarité en avril qu'ils ont eu droit au mois de mars, parce qu'au mois de mars, ils avaient travaillé pour la plupart du temps les 15 premiers jours à peu près correctement. Donc, la condition des 50% de chiffre d'affaires n'était pas toujours remplie, alors qu'au mois d'avril, elle le sera beaucoup plus sûrement. Très bien, merci. Alors, le webinaire va se terminer, donc je vais afficher une dernière question. J'en profite pour rappeler aux internautes d'aller dans l'onglet sondage pour répondre donc au dernier sondage. Une qui revient, monsieur Aprédéry, sur l'inspection du travail. Est-ce qu'un inspecteur du travail pourra remettre en cause le choix du chef d'entreprise d'avoir utilisé le chômage partiel? Sur quels critères? Vous en avez parlé à l'ouverture, mais peut-être que des gens nous ont rejoints. Est-ce que vous pouvez justement nous redonner un petit peu la position que vous avez développée tout à l'heure, s'il vous plaît? Oui, là-dessus, donc ce qui est clair, c'est qu'on est dans le cadre d'une pandémie qui touche la moitié des salariés de l'Aquitaine, hein, et en France entière. Donc, je pense qu'on va pas appesantir le contrôle sur pourquoi il y a eu ou pas mise en activité partielle. On estime qu'une entreprise qui met ses salariés en activité partielle, c'est qu'elle n'a pas vraiment le choix de le faire. Alors c'est vrai qu'il y a eu des discussions il y a quelques semaines sur notamment le secteur du bâtiment. Bon, mais enfin, la discussion a été close, hein. Il y a un guide des bonnes pratiques du bâtiment. Les dossiers d'activité partielle du bâtiment sont traités comme les autres. Par contre, ce qu'on regardera plutôt a posteriori, c'est est-ce que ce qui a été déclaré et l'argent qui a été perçu, le remboursement, est-ce que ça correspond bien à des heures qui ont été effectuées? Donc les contrôles seront plutôt de nature financière. Est-ce qu'il n'y a pas eu des fraudes? Alors les fraudes, là aussi, j'indiquais que on est plutôt sur des activités télétravaillables. C'est là où on voit bien, hein, les articles qu'on peut lire à droite à gauche. Les dossiers qui sont le plus souvent mis en avant, c'est des activités tertiaires qui sont télétravaillables et où on demande aux personnes de travailler pendant le chômage partiel. Donc ça, c'est des situations particulières qui font l'objet de traitements peut-être un peu plus approfondis, mais de façon générale, sur le motif de mise en activité partielle, on est dans une circonstance très, très exceptionnelle et on ne va pas demander des masses de papier pour justifier la mise en activité partielle des salariés. Tous, donc vous êtes prêtés à l'exercice de répondre aux questions des internautes. J'insiste une nouvelle fois sur les sondages. Quand on fait le total des personnes qui répondent, ce n'est pas le nombre de personnes présentes.
sur le webinaire. Donc, voilà, faites un petit effort de vraiment remplir ces sondages. Je donne le planning des prochains webinaires. Donc, le mardi 28, nous aurons un webinaire sur l'accès au crédit et au versement des aides, avec donc en présence d'un représentant des URSSAF Nouvelle-Aquitaine, de la Fédération bancaire française, de la Banque de France, médiateur du crédit, ainsi que de la vice-présidente de la CCI de Limoges et présidente de la CPME 87. Le jeudi 30, donc session 9, un spécial commerce de proximité et profession libérale avec le conseil régional, un EPCI, un représentant de la Direct Nouvelle-Aquitaine et un représentant des professions libérales. Et en session 10, donc le 5 mai, la préparation à la sortie de crise, donc quelles préventions, quels risques juridiques, en présence de l'ARS, de la Fédération française du bâtiment, d'un représentant de la Direct Nouvelle-Aquitaine et d'un avocat en droit du travail. Merci à tous. Merci aussi aux internautes d'être présents de manière très, très régulière. Je rappelle qu'on doit être à plus de 3000 personnes qui ont fréquenté donc, ce webinaire. Et cela a été rendu possible, bien sûr, avec nos invités qui se sont mobilisés et nos institutions sont présentes. Et vraiment, très sincèrement, on vous en remercie parce que vos réponses sont de qualité. Elles sont suivies surtout puisque vous répondez par mail à des questions qu'on vous pose pour les rediriger vers des internautes. Donc, voilà, ça commence à fonctionner. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.